Les soldats étaient entraînés à se battre en formation avec des bataillons auxiliaires en guise de renfort pour pouvoir opérer même à découvert, ce qui fonctionnait très bien. Cette tactique avait fonctionné en Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient et en Gaule. Son efficacité a été moindre dans les contrées germaniques et elle a été nulle en Grande-Bretagne. Dion, historien du IIIe siècle, nous relate. Les barbares ont trouvé refuge dans les marécages et les forêts, espérant épuiser leurs envahisseurs à force de vains efforts. Ils connaissaient les terrains praticables et les chemins les plus courts. Les tentatives des Romains pour les suivre n'ont pas été couronnées de succès. Face aux Romains, je crois que la stratégie de départ des Britanniques était la bonne. Ils les ont laissés arriver sans opposer de résistance. Ensuite, le but était de les attirer à l'intérieur des terres pour les piéger et les empêcher de repartir. Lorsqu'ils attaquent, les Britanniques agissent avec ruse et sauvagerie. La discipline de l'armée romaine est bien connue. Beaucoup de documents en parlent. Le fait que les soldats romains puissent continuer d'obéir, y compris dans les pires situations, est remarquable et indique qu'ils avaient un grand talent pour diriger et entraîner leurs recrues. Ils étaient donc les meilleurs soldats de l'époque, pour ne pas dire de tous les temps. Plautius subit défaite sur défaite, toutes plus humiliantes les unes que les autres. Mais cela n'entame pas sa détermination. Le point essentiel est que l'armée romaine savait se montrer patiente. Il n'est pas question de victoire décisive ici. Il s'agit d'une campagne, et une campagne est toujours longue. De toute façon, que pouvait-il faire d'autre ? À Rome, l'empereur Claude se prépare lui aussi à envahir la Grande-Bretagne. Bientôt, il assistera lui-même à la capitulation de l'ennemi. Pour la première fois de sa vie, il porte les atours du guerrier. Il devait faire ses preuves dans le domaine militaire. Au temps de la Rome antique, il était capital d'être efficace d'un point de vue militaire et de pouvoir présenter un certain nombre de victoires, si possible contre un ennemi étranger. Claude projette d'écraser les barbares grâce à l'arme la plus destructrice et imposante de l'époque. Les éléphants de combat. Ils annonceront la grande arrivée de l'empereur. Puis Claude apprendra aux Britanniques à se prosterner devant l'Empire romain tout-puissant et la gloire lui reviendra. Plautius voit l'occasion de retourner la situation à son avantage. Il ordonne à un groupe de forces spéciales composé de provinciaux de lancer une attaque surprise de l'autre côté de la Tamise. En gros, il y avait deux sortes de soldats. Ceux qu'on appelait les légionnaires, qui étaient des citoyens romains, et ceux qu'on appelait des auxiliaires, qui étaient recrutés dans les populations soumises par l'Empire. Plautius envoie donc 3 auxiliaires traverser la Tamise à la nage. Non pas parce que les Romains n'auraient pas pu le faire, mais la mission étant dangereuse, il ne voulait pas risquer de perdre un grand nombre de ses troupes régulières. Alors, autant envoyer les auxiliaires. À l'instar des druides, Caratacus et Togodumnus considèrent l'eau comme sacrée et croient que le fleuve les protège de leurs ennemis. Les Romains, n'étant pas freinés par ce genre de croyances, se lancent à l'eau et s'approchent sans être vus. Ils savaient très bien deviner à qui ils avaient affaire, le degré d'unité de l'armée qu'ils affrontaient, le type d'armes et d'armures qu'ils employaient. Ils servaient en quelque sorte d'éclaireurs qui allaient étudier leurs ennemis et évaluer leur nombre. Une fois les informations recueillies, les auxiliaires tuent les chevaux des barbares pour les empêcher d'opérer une retraite trop rapide. Ce n'est qu'à ce moment-là que Plautius décide d'envoyer toutes ses troupes affronter les Catelloviens. Les troupes combattent au corps à corps.
L'assaut se transforme en une énorme mêlée où l'on ne déborde l'adversaire que par la force, d'abord pour l'effrayer, ensuite pour le faire reculer et enfin le poursuivre. Au deuxième jour, l'avantage semble pencher du côté des Romains. À la fin de la journée, l'armée romaine était encore en possession de tous ses moyens et capable de continuer le combat, tandis que l'autre camp était psychologiquement affecté par la violence de l'attaque romaine. Togodumnus est mortellement blessé lors du massacre. Quant aux survivants, ils battent en retraite par les marécages. Les familles des druides découvrent une toute nouvelle réalité. Des rumeurs de la terrible débandade provoquent un mouvement de panique et les gens prennent la fuite. Caratacus et sa famille doivent eux aussi partir ou accepter l'humiliation de se soumettre aux Romains. Après une importante victoire militaire, il était de tradition de décerner un honneur au général en charge, en organisant une parade où il défilait et que l'on appelait un triomphe. Si possible, le chef des forces vaincues défilait lui aussi pour montrer à travers lui qu'un peuple étranger venait d'être soumis. En général, il était exécuté à la fin de la parade en tant qu'ennemi du peuple romain. Caratacus n'a pas l'intention de servir de trophée aux Romains. Criant vengeance, il rassemble ses sympathisants et les entraîne loin vers l'ouest, vers les terres vallonnées au cœur du royaume des druides. Caratacus devine avec justesse que les Romains ne le suivront pas, préférant s'installer sur les rives de la Tamise. Dion, historien du IIIe siècle. Suite aux obstacles rencontrés le long de la Tamise, Plautius prit peur. Au lieu d'avancer, il décida de préserver ce qu'il avait déjà conquis et fit chercher Claude. Mais est-ce vraiment la peur qui guide Plautius plutôt que la politique? Je doute qu'un homme aussi intelligent et expérimenté que Plautius ait été intimidé par la Tamise. À mon avis, il avait plutôt reçu l'ordre de mander l'empereur au moment opportun, c'est-à-dire après avoir conquis une portion des rives du fleuve afin d'avoir une base dans les terres à partir de laquelle opérer. À partir de là, l'empereur se présenterait en personne afin d'établir sa crédibilité d'un point de vue militaire, crédibilité dont il avait grandement besoin. L'empereur Claude essaye de rejoindre la Grande-Bretagne par la mer, mais son vaisseau se perd vers les côtes espagnoles, si bien qu'il doit remonter toute la Gaule jusqu'à Gésoriacum, aujourd'hui Boulogne, avant de pouvoir traverser la Manche. Lorsqu'il arrive, la campagne touche à son terme. Nous savons que l'empereur arrivait toujours en grande pompe. Des cohortes de gardes du corps, la fameuse garde prétorienne l'accompagnait, ainsi que des éléphants. Des éléphants qui, bien entendu, ne sont pas une espèce endémique de Grande-Bretagne, ni même d'Europe de l'Ouest. En arrivant ainsi entouré, il claironnait sa présence. Ensuite, il supervisait de loin la prise de quelques villes. L'arrivée surprenante de Claude, additionnée à l'humiliante défaite de Caratacus, incite beaucoup de chefs de guerre britanniques à se soumettre plutôt qu'à résister. Aujourd'hui, nous nous faisons une certaine idée de la liberté. Cette idée nous constitue. Dans l'Antiquité, ils n'avaient pas forcément la même. La majorité des gens s'habituaient tout simplement à chaque nouvelle force qui les dirigeait. Les impôts qu'ils payaient au chef A, ils les paieraient au chef B, et cela n'avait pas grande importance. S'ils pouvaient réduire les dégâts commis par une armée, surtout une armée qui n'avait pas le droit de violer les femmes, ni de piller les terres, ils faisaient ce qu'on attendait d'eux.
Résister aux Romains ou collaborer. Dans le royaume des Brigantes, au nord, le choix pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la population. La décision revient à Cartimandua, leur reine toute-puissante. Les Britanniques aimaient être dirigés par des femmes qui avaient de très fortes personnalités et qui avaient le soutien d'hommes eux aussi puissants, ce qui validait leur statut. C'est par leur force de caractère et leur charisme qu'elles arrivaient à rallier la population derrière elles. Vénusius, le mari de la reine, n'a aucun doute sur la conduite à adopter. Il refuse de toute son âme de céder face aux Romains. Dans la région qui deviendra le pays de Galles, la question est tranchée. Les chefs de guerre les plus féroces s'accrochent à leurs origines et rejettent en bloc la domination de l'Empire. Les druides en appellent à leurs dieux pour repousser les Romains. L'heure est si grave qu'ils organisent leur plus importante cérémonie, un sacrifice humain. L'exilé Caratacus devient leur agent le plus vertueux. Sa passion enflamme la résistance. Il était capable de rassembler des tribus très différentes dans la lutte anti-romaine, en créant un ennemi commun. Il a été l'un des personnages les plus charismatiques de son temps, grâce à son pouvoir de persuasion, incitant les gens à s'opposer à la machine de guerre romaine. Liés par une haine commune et par leur religion ancestrale, les Celtes jurent de se battre jusqu'au dernier. La victoire a redonné confiance aux troupes romaines. Désormais, ils ne craignent plus les Britanniques. Mais ils ne savent pas encore que le pire est à venir.